Bienvenue à vous, pèlerins du web. Dans cette vidéo, nous allons nous éloigner un peu du Moyen-Orient pour explorer le versant indien de l'époque contemporaine de celle de Sumer. Là, une civilisation brillante fleurit et fait pendant à celle mésopotamienne. Nous l'avons appréhendée dans la vidéo précédente. Il est temps d'en donner quelques détails. En moins 3600, alors qu'en Mésopotamie et en Élam, les cités d'Uruk et de Suse développent leur processus d'urbanisation, dans la vallée de l'Indus, au Baloutchistan, se termine la période de Mehrgar. Cette période avait débuté en moins 7000 avec l'introduction de l'agriculture, puis en moins 5500 celle de la céramique, toutes deux manifestement apportées depuis le Proche-Orient. Les populations locales sont des autochtones chasseurs-cueilleurs présents depuis le Paléolithique. Balayée par les cyclones hivernaux et abondamment arrosée par la mousson estivale, la vallée de l'Indus est une vaste plaine alluviale, plus vaste en superficie que la Mésopotamie. Elle couvre, au nord, le Pendjab, alimenté par plusieurs cours d'eau majeurs qui convergent pour rejoindre l'Indus, et au sud, le Sindh, région plus sèche où l'Indus devient très large et à fort débit. L'Indus se termine par un delta en se jetant dans la mer d'Arabie. Le Sindh est une zone très plate qui facilite les changements des cours d'eau qui la traversent. Ces changements du lit des fleuves sont courants depuis le Paléolithique. Ces variations géographiques des cours ont largement contribué au mouvement des autochtones candidats pour évoluer dans la zone. La partie orientale de la vallée est alimentée périodiquement par le système hydraulique Ghaggar-Hakra. Le Ghaggar-Hakra est un système fluvial saisonnier endoréique, c'est-à-dire qu'il est clos, il ne se jette pas dans la mer. Les eaux des moussons qui l'alimentent disparaissent aux saisons sèches par évaporation ou par infiltration. La vallée est bordée par plusieurs chaînes montagneuses qui ne sont pas avares de neige. Les monts du Baloutchistan à l'ouest, l'Hindoukouche et le Karakorum au nord-ouest, l'Himalaya au nord-est. Ces chaînes montagneuses sont pourvoyeuses de sources. On trouve les monts Aravalli au sud-est. À l'est s'étend le désert du Kholistan, qui constitue une zone de partage entre les bassins versants de l'Indus et du Gange. Au sud-est se trouve la zone littorale du Gujarat, avec la péninsule du Saurashtra et celle de Kutch, qui était insulaire à l'époque arapéenne ancienne. Ces péninsules seront les zones d'expansion majeures de la civilisation de l'Indus, en particulier la ville de Lothal. La région côtière occidentale le long de la mer d'Arabie, le Makran, est plus aride et a moins été occupée en dehors de quelques sites. En moins 3600, la vallée sort de la période de Mehrgar pour entrer dans la période d'Harappa. La ville éponyme est située au cœur du Pendjab, dans le Haut-Indus, sur son affluent le Ravi. La période d'Harappa va courir jusqu'en moins 2600 lorsque le bronze bouleversera la région et ouvrira la période proprement dite de la civilisation de l'Indus. La période d'Harappa est une période de régionalisation qui voit l'expansion de l'agriculture, des villages et de la céramique. On distingue 4 cultures contemporaines de la période. La culture de Dam Sadat, culture pastorale qui voit apparaître des constructions solides en briques argileuses. La culture de Soti Siswal. En contact avec la précédente, elle émerge à partir de moins 3200. Elle se distingue par ses constructions en briques argileuses, son architecture, son élevage de bovins, de buffles, de cochons et de chèvres. Sa céramique est rouge, faite au tour, elle est peinte. Elle s'apparente à celle de la culture voisine de Côte d'Ivoire. On dit que les résidents avaient le teint noir, les cheveux bouclés et le nez plat. La culture de Côte d'Ivoire est la 3e culture. Elle est en contact avec les 2 précédentes. Ses maisons et ses fortifications sont construites en briques crues. Le matériel lithique contient des pointes de flèches. La poterie aux lignes horizontales et ondulées se fait autour de potiers.
Les autres objets trouvés sont des casseroles, des poêles, des bocaux de stockage, des chariots à jouets, des balles, des bracelets, des perles, des figurines en terre cuite de la déesse mère et des animaux, des pointes de flèches en bronze et des outils en pierre bien façonnés. Une découverte particulièrement intéressante à Côte-d'Igy est une charrette à jouets qui montre que le tour de potier permettait l'utilisation de roues pour les chars à bœufs. Des perles de stéatite vernissées ont été produites. Les premières écritures de l'Indus peuvent être apparues à Côte-d'Igy sur des poteries et sur un sceau. L'utilisation de sceaux inscrits et la standardisation des poids peuvent avoir eu lieu pendant la période de Côte-d'Igy. La fortification du site éponyme est impressionnante. Son histoire est mal connue. En fin de période, elle présente des signes évidents de brûlures étendus dans la zone d'habitation inférieure et sur le haut monticule, la ville fortifiée. Ces destructions par le feu ont également été observées sur d'autres sites du début du Harapéen, à Amri, à Mohenjo-Dara et à Kalibagan. La quatrième culture de la période d'Harappa est la culture d'Amri-Nal, plus vieille que la précédente mais culturellement proche. Les villes fortifiées trouvées ici sont datées comme suit. Raymanderi, moins 3300. Elle possède des niveaux datant de moins 5500. Côte-d'Igy, moins 3200. Amri, moins 3450. Elle possède des niveaux datant de moins 6000. Kalibagan est datée de moins 3500 à moins 2500. La région est déjà bien intégrée dans les réseaux d'échange avec l'Occident élamite et mésopotamien à travers le vaste plateau iranien. La civilisation d'Harappa évolue tranquillement pendant un millénaire. En moins 2600, la transition entre cette période et la période dite de la civilisation de l'Indus est brutale. À Côte-d'Igy, une destruction par le feu marque cette brutale transition. Une discontinuité nette a également été repérée à Amri et ailleurs, à Kalibagan, à Balako, à Harappa. Certains sites sont abandonnés. Le Khyber Pakhtunkhwa, à l'ouest du Pendjab, et la vallée du Quetta, la zone de la culture du Dam Sadat, se désertifient. Dans le Sindh, les sites qui tentent d'émerger sont souvent construits sur du sol vierge, c'est-à-dire non occupé antérieurement. Le processus d'intégration de toute la région est donc peut-être mené à son terme de manière brutale, voire violente selon certains, avec des rivalités entre les différentes agglomérations. Manifestement, il y a des mouvements de population. Quoi qu'il en soit, en un laps de temps limité, commencent à émerger de vastes agglomérations sur un territoire encore plus étendu que durant la période précédente. C'est ainsi que, autour de moins 2600, après cette phase de discontinuité, de nombreux sites se développent le long de l'Indus et de ses affluents, ainsi qu'au Gujarat. En quelques générations entre moins 2600 et moins 2500, dans des circonstances mal comprises, émerge un ensemble de vastes sites aussi grands qu'Appara, jusqu'aux villages, en passant par des villes de taille intermédiaire comme Kalibagan. S'ouvre alors la période qui est celle de la civilisation harapéenne dite mature, durant laquelle se développent les traits généralement associés à la civilisation de l'Indus. On constate un niveau intense d'interaction entre les différentes localités. Cette période va durer jusqu'en moins 1900. Elle intègre la plaine alluviale de l'Indus et de ses affluents, à l'ouest une partie du Baloutchistan, le désert du Kholistan, l'interfluve entre Indus et Gange avec le réseau Gagar-Akra et le Gujarat. Les traits matériels antérieurs de la culture Soti-Siswal persistent au nord-est, ce qui indique pour cette région une intégration moins poussée. Il en est de même au Gujarat, au sud-est, qui garde une configuration grossièrement harapéenne, à Dholavira par exemple. Enfin, de manière isolée, la civilisation harapéenne se conserve en Afghanistan du Nord dans l'Hindou-Kouch. Cette civilisation dite de l'Indus est une civilisation urbaine dominée par plusieurs grands centres. Mohenjo-Daro, Harappa, Dholavira, Guanweriwala, Rakhigarhi. L'urbanisme est planifié. Les villes disposent de murailles, de rues au tracé souvent régulier, d'un système perfectionné d'écoulement des eaux usées, des aménagements sanitaires. Pour la construction, on fait usage de briques standardisées. Capitale régionale, ces centres comportent en général une citadelle qui sert sans doute de cadre à un pouvoir politique dont la nature exacte reste mal connue. En tout état de cause, il ne faut probablement pas envisager un État unifié à l'échelle de la civilisation. La région fait usage d'un système standardisé des poids et des mesures, d'une poterie et de techniques artisanales communes. Perles de cornaline, objets en cuivre et en bronze, lames en pierre. On emploie des sceaux, ce qui témoigne de l'existence d'une organisation administrative, ainsi qu'une écriture harapéenne commune, non encore déchiffrée de nos jours.
Tout cela indique que la région entière entretient de nombreux échanges internes. L'agriculture et l'élevage recouvrent une grande variété de plantes et d'animaux. C'est pendant cette période qu'on domestique l'éléphant. Il est utilisé pour sa force comme animal de trait dans les transports et pour la construction. Et déjà, il apparaît dans le panthéon hindouiste et bouddhiste. On travaille le silex, que l'on extrait des collines du Sindh. Le cuivre, le plomb et le zinc proviennent du Rajasthan. L'étain et le lapis-lazuli proviennent d'Afghanistan, bien qu'ils s'en trouvent au Baloutchistan. Au regard des singularités des trouvailles archéologiques, notamment du peu de traces des élites et de violence, une forme d'organisation sociopolitique particulière semble distinguer cette culture des autres civilisations urbaines contemporaines, comme celle de l'Élam, celle de la Mésopotamie, de la Syrie ou d'Égypte. Aucun édifice cultuel n'a été mis au jour sur les sites de l'Indus, ni aucun autre identifié avec certitude comme étant un temple ou même un espace rituel. Les inhumations se font dans de simples fosses individuelles, rectangulaires ou ovales, creusées dans le sol. Le défunt est déposé, couché sur le dos, la tête tournée vers le nord. La civilisation de la vallée de l'Indus présente des éléments comparables à ceux de l'hindouisme, tels que les bains, les symboles phalliques que l'on compare au Shiva Lingam, ainsi que les Svatika. Le Svatika, mot sanskrit dérivé de su, bien, et de asti, il est, ka étant un suffixe adjectival, est un symbole que l'on retrouve en Europe, en Afrique, en Océanie, aux Amériques précolombiennes, chez les Mayas et les Amérindiens Navajo. On le trouve aussi en Asie jusqu'en Extrême-Orient, mais il est utilisé de façon populaire et systématique en Inde, du fait de la haute sacralité que représente ce signe dans l'hindouisme. Il apparaît à l'époque néolithique pour la première fois dans la préécriture de la culture pontique pré-kourgane de Vinça, laquelle se développe de moins 5500 à moins 3500. Cette ubiquité temporelle et spatiale lui a parfois valu le nom de symbole universel. On peut le décrire comme une croix composée de 4 potences prenant chacune la forme d'un gamma grec en capitale, d'où le nom de croix gammée qui lui est souvent donné. Dans l'hindouisme, il représente le dharma, ensemble des normes et des lois, sociales, politiques, familiales, personnelles, naturelles ou cosmiques. Un sceau découvert sur le site de Mohenjo-Daro est parfois considéré comme une représentation d'un proto-Shiva. Shiva est le bon, celui qui porte bonheur. Il est l'un des 3 dieux hindous primordiaux avec Brahma et Vishnu. Il est représenté en tant que yogi qui possède la connaissance universelle, suprême et absolue. D'une façon générale, la nature exacte des relations entre la religion de la civilisation de la vallée de l'Indus et de l'hindouisme reste conjecturale. Ce ne sera que durant la période védique, à l'âge de fer, entre moins 1500 et moins 600 avant Jésus-Christ, que les 4 Védas, textes fondateurs de l'hindouisme, seront composés. Dans la religion hindoue, Ganesh est un dieu à tête d'éléphant. C'est le dieu de la sagesse et le patron des étudiants. Chaque dieu hindou chevauche un animal. Indra, dieu des orages et de la bataille, et Ani, dieu du feu, se déplacent à dos d'éléphant. Les rares éléphants blancs sont les plus sacrés en Inde. En Inde, l'éléphant évoque la force, la puissance et l'orage. Les Nagas sont des êtres mythiques de l'hindouisme, mais le mot veut aussi simplement dire serpent. Ils gardent les trésors de la nature, sont attachés à l'eau et apportent la prospérité. La fertilité et l'immortalité sont aussi leurs pouvoirs. Il apparaît que toute divinité du bouddhisme et du jaïnisme, en plus de l'hindouisme, a un serpent attaché à sa personnalité, bonne ou mauvaise. Ils ont pour ennemi naturel l'aigle, bien que tous deux sont des incarnations de Vishnu, les 2 aspects de la substance divine en qui ils se réconcilient. Le naga le plus célèbre est Ananta, sur lequel se repose Vishnu dans l'intervalle entre la fin d'un monde et la création d'un nouveau. Les transports terrestres se font par des chariots tirés par des bœufs. L'âne n'est pas introduit. Les transports fluviaux et maritimes par bateau sont utilisés pour les échanges plus lointains. Le fait que plusieurs sites majeurs de l'Indus se situent sur des voies fluviales ou près des côtes n'est manifestement pas anodin. Le développement des échanges maritimes à cette période laisse supposer des innovations techniques dans le domaine de la navigation. Les bateaux sont allongés, à fond plat avec une cabine sur le pont. Certains ont un mât. L'axe de communication maritime est important vers l'ouest à partir de Lothal dans le Gujarat. Cette ligne commerciale sera encore en activité jusqu'en moins 1700.
À l'extrémité occidentale du golfe Persique, plusieurs sources indiquent des contacts entre la civilisation de l'Indus et la basse Mésopotamie. Les textes cunéiformes sumériens vers -2300 évoquent un pays de Meloua, situé au-delà des pays de Dilmun et de Magan. Une inscription de Sargon d'Akkad mentionne des bateaux de Mélua remontant le Tigre pour venir accoster à Akkad. L'Indus est alors un partenaire commercial à qui on achète de la cornaline, du bois, des figurines, des meubles et aussi des bateaux. Les textes mésopotamiens mentionnent aussi des fils de Mélua, donc peut-être des Arapéens. On connaît un sceau appartenant à un traducteur de Mélua, probablement un Mésopotamien ayant appris le langage de l'Indus. Un village portant le nom de Mélua est également attesté près de Lagash et pourrait être lié à une implantation arapéenne. Les contacts sont bien avérés par la présence sur des sites du sud mésopotamien d'objets provenant de l'Indus, notamment la cornaline des colliers des tombes royales d'Ur vers -2600, des sceaux, des poids et de la céramique de type arapéen. Pendant plus de 700 ans, la civilisation de l'Indus est prospère, puis à partir de -1900, elle commence à progressivement se désintégrer. Succèdent alors plusieurs cultures régionales, moins stigmatisées par le fait urbain, dépourvues de traces de standardisation et de centralisation. Les causes de la fin de la civilisation de l'Indus ont été et sont encore très débattues. On a invoqué par le passé les fameuses invasions de conquérants aryens, mais il pourrait s'agir de problèmes environnementaux, détournement et tarissement des systèmes fluviaux, en particulier celui du Gagarakra, de problèmes climatiques, les moussons auraient été moins marqués dès -2100, ou de problèmes économiques, diminution des échanges commerciaux avec l'Occident sumérien consécutif à la crise du tournant du deuxième millénaire. Toujours est-il que c'est la fin des grandes agglomérations urbaines, de l'urbanisme planifié, de l'architecture monumentale, du système d'écriture et des poids et des mesures. Émergent progressivement, donc sans rupture brutale, plusieurs cultures locales qui succèdent à la civilisation de l'Indus là où elle s'était développée. C'est un phénomène long et complexe qui a pu être défini comme une période arapéenne tardive. Le Pendjab et le Kholistan semblent garder les traditions antérieures au moins jusqu'en -1500. Les nouveaux sites deviennent pour beaucoup des campements temporaires. Dans la basse vallée de l'Indus, Mohenjo-daro est dépeuplé, l'autorité civique y disparaît. Dans le Gujarat, les sites urbains tels que Dholavira et Lothal se dépeuplent et perdent leur caractère urbain tout en restant occupés. Dans les hautes terres du Baloutchistan, Naucharo, dans le voisinage de Mehrgarh, témoignent de destructions violentes. De nombreux sites sont abandonnés ou réoccupés par des nécropoles, présentant parfois des éléments d'origine centra-asiatique ou iranienne. Le topos de l'invasion d'une population venue de l'extérieur a été avancé, avec pour protagonistes les Indo-Aryens de langue indo-européenne, le sanskrit védique, qui seraient les ancêtres de la caste supérieure de la société indienne ancienne, les brahmanes, dominant les autres castes issues des populations déjà présentes sur place, ce dont on trouverait l'écho dans le Rig Veda, hypothèse de l'invasion aryenne. Pour info, les castes indiennes peuvent se résumer ainsi. Au plus haut, les brahmanes ou les prêtres. Au-dessous d'eux, les kshatriyas ou guerriers. Puis, les vaishyas, surtout des marchands. Enfin, les sudras, des serviteurs ou gens de peu. Il faudrait ajouter comme 5e catégorie les intouchables qui sont laissés en dehors. Cette hypothèse est en général rejetée par les archéologues. Les récits védiques sont complexes à contextualiser. Les traces de destruction violente résultant d'une invasion dans la vallée de l'Indus ne sont pas concluantes. Il est difficile de détecter des migrations sur la seule culture matérielle, et les études génétiques ne sont pas jugées concluantes. Néanmoins, l'idée de migration importante depuis l'Asie centrale à cette époque avec un impact sur la fin de la civilisation de l'Indus reste répandue. Sans se prononcer sur son lien avec cet effondrement, des études de 2018 concluent sur un apport génétique depuis les steppes eurasiatiques à partir de -1900, qui plaiderait en faveur d'une expansion de population correspondant à l'arrivée des locuteurs de l'ancêtre du sanskrit védique dans cette région. Des causes naturelles ont été également invoquées. Des inondations dues à des crues de l'Indus ont été repérées jusqu'à Mohenjo-daro et semblent avoir été récurrentes. Elles sont parfois imputées à des événements tectoniques et dans un scénario, les eaux du fleuve auraient été éloignées de la ville. Cela ne peut être confirmé. En revanche, les preuves d'assèchement progressif du réseau hydrographique Gagar-Accra à la suite de mouvements des cours d'eau les arrosant sont plus claires, et cela expliquerait le déclin d'un nombre de sites dans cette région.
quoique la chronologie de ce phénomène soit mal déterminée. Pour les zones côtières, une montée brusque des eaux de la mer d'Arabie a également été évoquée, causant des inondations et une salinisation des sols. En tout état de cause, ces explications sont difficilement généralisables à l'échelle de toute la civilisation arapéenne. La surexploitation des sols est également invoquée comme étant à l'origine d'une salinisation de ceux-ci, les rendant moins fertiles. D'autres ont avancé le rôle de la déforestation. Ces propositions n'ont pas eu beaucoup d'écho en l'absence d'éléments probants. Les hypothèses d'un changement climatique, de même que les épidémies, sont jugées peu pertinentes pour un espace aussi vaste, couvrant des régions et des milieux bien différents. Dans un autre registre, il a été avancé que le déclin du commerce à longue distance aurait résulté des changements politiques en Mésopotamie, ou d'un changement dans l'approvisionnement de cette dernière qui se réoriente vers l'ouest, l'Europe et l'Égypte, ce qui, en fin de compte, aurait affecté les réseaux d'échange sur le golfe Persique et sur le plateau iranien. Les marchands arapéens et les élites de cette civilisation ont ainsi vu s'affaiblir leur système politique. Là encore, les preuves manquent. Les sites impliqués dans le commerce du Golfe disparaissent manifestement après l'effondrement de la civilisation arapéenne. Les études paléopathologiques semblent de leur côté démontrer une croissance de la violence et des maladies durant la phase tardive, ce qui serait causé par un délitement du système et aurait en retour accéléré le dépeuplement des villes. En somme, aucune explication unique ne semble valable. A fortiori, une civilisation couvrant autant de régions inciterait à la recherche de plusieurs causes. Un mix de ces différents éléments qui aurait in fine déstabilisé l'édifice politique et social arapéen et aurait entraîné sa chute. On peut même supposer des éléments d'ordre idéologique et suspecter un rejet de la domination des élites traditionnelles. Mais, en l'absence d'une meilleure compréhension du système social arapéen, tout cela reste impossible à appréhender.